Maître Saïd Larifou. Ouais. Bonjour. Bonjour Bienvenue maître. au Bonsoir Décodeur. maître. Venu classe. Si tu peux l'afficher. Merci d'être venu. Donc du coup, vous faisiez partie de ces avocats qui sont venus soutenir, témoigner. Comment est-ce que vous avez vécu de l'intérieur cette audience? Bon, nous l'avons vécu. Dans un premier temps, c'était un peu difficile puisqu'il fallait que le conseil de discipline accepte, comme cela se fait habituellement, que des avocats des barreaux hors Union européenne viennent plaider en France. Ça se fait habituellement. Donc on a été désagréablement surpris que le barreau de Paris oppose un refus qui nous semblait abusif, parce que des avocats extérieurs venant des pays francophones et qui acceptent sans la moindre contrainte que des avocats français viennent plaider chez eux. Donc il y a une règle de réciprocité. Certaines règles reposent effectivement sur des conventions qui existent entre la France et certains pays, mais il y a des usages qui sont là depuis que la France a cru devoir coloniser nos pays. Donc ces usages sont là. Et ils l'ont justifié comment, ce refus de... Pour eux, c'est des avocats hors Union européenne. Ça compte pas. Et qu'il n'y a pas de convention judiciaire entre tous les pays africains avec la France, et qu'il fallait vérifier si les avocats étrangers, mais africains particulièrement, qui sont constitués pour assurer la défense de Maître Branco, reviennent des pays qui ont des conventions avec la France. Bon, nous, enfin moi je parle pour moi particulièrement, j'ai dit, écoutez, si c'était un dossier de bornage ou bien un dossier de divorce, je serais parti. Mais comme il s'agit d'un dossier pour des libertés, et surtout le libre exercice, le libre choix d'un client sur un avocat, je ne quitterai pas cette salle, puisque c'est l'un de nos combats. C'est l'un de nos combats que nous menons depuis X temps. Vous savez, la profession d'avocat repose sur le libre choix du client. On ne peut pas imposer à une personne un avocat. C'est le prévenu qui choisit librement son avocat. Et si vous faites un choix sur un avocat, c'est parce que vous estimez qu'il répond à certains critères que vous êtes vous-même définis. Donc vous ne pouvez pas, quelle que soit la légitimité de votre pouvoir ou bien de vos fonctions, lui imposer un avocat. C'est comme si aucun des avocats dans la salle ne relève pas de l'Union européenne et que Branco fait venir un avocat d'Amérique latine. On lui dit non, vous n'avez pas droit à cet avocat. Voilà un peu. Donc il y a vraiment des doubles standards dans la justice en France. Parce qu'on peut... Non, c'est pas un double standard. Bon, on n'a pas dit qu'il faut de l'anarchie dans la profession d'avocat, loin de là. Mais... C'est ce qu'ils ont l'air de créer, eux, de l'anarchie. Oui, bon, non, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a plaidé. On a dit, écoutez, qu'il y ait une déontologie, qu'il y ait un concert de l'ordre, c'est tout à fait normal, puisque c'est une profession réglementaire qui doit répondre à certains critères, etc. Donc, c'est tout à fait normal. Mais là, nous estimons que le barreau de Paris a pris un précédent extrêmement dangereux, puisque ce sont les avocats français qui viennent chez nous prendre des marchés qui sont estimés à des milliards et des milliards. Donc s'il y a des avocats qui perdent dans cette affaire, c'est plutôt les avocats français. Bon, donc on a tenu à attirer leur attention pour dire, écoutez, enfin moi en tout cas je l'ai dit, j'ai dit, écoutez, si c'était un dossier de divorce, de bornage ou bien d'accident de la circulation, je pense que je serais parti, puisqu'on n'était pas venu quémander une autorisation pour plaider. Mais c'est parce qu'il s'agit d'une position contre une profession, contre notre profession qui repose sur la liberté. Et là, à partir de là, que vous le vouliez, vous pourrez faire venir même des militaires ici, mais on ne sortira pas de cette salle. Et justement, pourquoi vous avez tenu à soutenir Maître Branco dans cette affaire? Bon, parce que premièrement, il m'a choisi. Et puis deuxièmement, parce que c'est un des rares avocats qui défendent le droit, qui défendent la justice. C'est l'avocat qui exerce cette profession, non pas pour des considérations
autre qu'apporter de la défense. C'est-à-dire qu'il exerce cette profession avec humanité, et ça c'est très 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 important. Et l'exercice, il le fait pour apporter aussi de la justice. C'est un avocat pur sang, vous voyez, authentique. Et lorsqu'il défend, il va jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite dans la défense, aucune barrière, ni linguistique, ni culturelle. C'est la défense, c'est l'avocat. Et donc, on ne peut pas voir quelqu'un qui est autant engagé pour le droit, pour la justice. Et dans les Comores, est-ce qu'il défend quelqu'un en particulier ? Oui, il devait se rendre aux Comores une fois pour défendre quelqu'un. Et lorsqu'on l'appelait, il a fait appel à mon service. On devait s'y rendre, mais bon, entre-temps, il y a eu un changement. D'accord. Et puis, il est dans de nombreux pays africains, non pas pour faire de l'argent, contrairement, ou bien pour se faire un nom comme certains qui sont inscrits au barreau de Paris, qui sont connus. Et il ne fait pas de lobbying non plus pour avoir des parts des marchés juridiques ou bien Ouais, c'est rare qu'un avocat français œuvre autant dans plusieurs pays africains. Parce que les Africains ont identifié en lui un avocat dans l'âme et qui n'a pas de barrière, qui ne se fixe pas des limites dans la défense et qui n'a d'autre considération que de défendre. Et à partir de là, les Africains se sont identifiés à Banco. Et puis, il est jeune. Je pense qu'il est l'avenir de la profession d'avocat en France et au-delà de la France. Là, ils essayent en tout cas de lui enlever cet avenir. Hein. Il est menacé de radiation. Et là, juste... Non, mais lorsque j'ai prononcé le terme d'avocat dans l'âme, ça veut dire que vous l'êtes même sans porter la robe, vous voyez, et que le reste c'est du formalisme. Et là justement, ça, en parlant de formalisme, cette enveloppe noire donc, a été envoyée à un magistrat qui est pris pour quelque chose, un comportement menaçant, et c'est donc ça qui l'amène devant le conseil disciplinaire. Vous, quel rapport vous entretenez à cela ? Est-ce que c'est juste ? Bon, l'acte lui-même, je pense que c'est un acte qui soulève des questions. Vous voyez ? S'il a fait ce qu'il avait... Auquel il a répondu d'ailleurs. Oui, il a répondu, il a pas nié. Mais s'il l'a fait, je pense qu'il l'a fait pour poser un acte, pour lancer un message. Vous voyez ? Il y a des postures, il y a des actes, il y a des comportements qui sont porteurs d'un message. Il avait un message à lancer. Et je pense qu'il s'est expliqué par rapport à ça. Bon, donc, est-ce qu'il l'a fait avec maladresse ou tort ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il l'a fait avec modération ? Ça, c'est à apprécier, vous voyez, mais ça ne vaut pas 3 ans de suspension. Et c'était ça qui a été... Oui, et j'étais d'autant plus choqué, puisque la partie poursuivante, qui a traduit Branco au conseil de discipline pour faire respecter une déontologie, pour faire respecter des principes fondamentaux de notre profession, qui se définit par sa modération, et puis par l'exactitude, et puis par l'exemplarité également. Et puis il y a la probité, etc. Bon, moi j'estime que la partie poursuivante dans ce dossier, lorsqu'il s'adresse à Branco, non pas en tant qu'avocat, mais il a vu en Branco un délinquant de grand chemin. Ça apparaissait, la haine. Oui, la haine apparaissait clairement. Il y avait même absence de modération. C'est à partir de là, je dis, écoutez, mes chers consoeurs, vous êtes avant tout avocat. Je ne pense pas qu'un magistrat professionnel se comporterait comme ça avec un avocat. Bon, donc, c'est l'image qu'ils ont des dissidents en général, hein, donc c'est assez juste pour l'instant. Oui, et moi je dis, écoutez, vous êtes là pour faire respecter les règles de notre profession. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, puisqu'il s'agit avant tout d'un conseil de discipline. Donc il y a une discipline que vous devez faire observer. Vous êtes là pour rappeler cette discipline, mais vous avez manqué de discipline, puisque vous-même, vous manquez de modération. Et donc vous vous êtes vous-même disqualifié pour demander une sanction aussi sévère. Qu'est-ce que vous pensez en général du système ? Je ne sais pas jusqu'à quel degré vous connaissez le système judiciaire français, mais qu'est-ce que vous pensez en général de ces... On dénonce de plus en plus des manipulations ou des
court-circuitage administratif, finalement, dans les systèmes juridiques de nombre de pays. Qu'est-ce que vous pensez, soit du niveau français, soit au niveau mondial de cette question? Bon, 2 observations. Première observation, c'est qu'effectivement, la politique s'est bien installée dans les palais de justice. Bien installée. Et ils ont même élu, la politique a élu domicile au palais de justice. Pourquoi ? Parce que certains magistrats, pas tous, mais certains magistrats font de leur ils veulent faire de carrière au lieu d'exercer leur métier. Les juges aussi. Oui, des juges, je parle des juges, qui vont faire de carrière. Et à partir de là, ils manquent un peu dans leur comportement, dans leur posture, un principe fondamental, c'est l'indépendance. Et tout. Et les palais de justice, je ne parle pas en France seulement, mais moi j'ai l'habitude de plaider en Afrique. Et les palais de justice sont pris d'assaut par des politiques. Il y a des commandes politiques qui sont faites de plus en plus et exécutées sans scrupule par certains magistrats dans certains pays. Bon, heureusement, en France, il y a des magistrats qui ne se laissent pas faire, puisqu'il y a des magistrats qui sont très fiers, qui sont très attachés à l'éthique, qui sont très attachés à leur profession, qui sont très attachés à leur indépendance. Qu'ils soient distingués et décorés, ça c'est un fait. Mais ce n'est pas un objectif en soi, vous voyez. Il y a certains qui en font une maladie. Et c'est eux qui doivent être identifiés et puis dénoncés. Et c'est peut-être le sens de la réaction de notre confrère Branco. C'est pour cette raison que j'ai dit que, écoutez, il y a des actes, il y a des postures qui répondent aussi à des comportements. Voilà. Cela ne veut pas dire forcément qu'il avait raison d'utiliser une enveloppe noire, mais il est le seul à pouvoir apprécier sa démarche. Et alors, qui ne justifie pas une sanction aussi sévère. Voilà. C'est un peu disproportionné. C'est très intéressant ce que vous dites sur les biais du système juridique. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour résoudre cela, pour modifier cela? Écoutez, tout à l'heure, j'ai parlé des 2 observations. J'ai oublié de mettre la deuxième observation avant de répondre à votre question. La deuxième observation, je l'avais dit en plaidant, et votre collègue en a fait état tout à l'heure lors de son intervention, c'est que pas radier, mais suspendre, et voire même prononcer les termes de culpabilité de Branco par rapport à ces faits, c'est faire plaisir, c'est vraiment un cadeau empoisonné aux dictateurs dans nos pays. Pourquoi ? Parce qu'ils vont s'inspirer de ce qui se passe à Paris pour dire, écoutez, vous voyez, l'exemple parisien, il suffit qu'un avocat l'ouvre pour se faire radier. Bon, donc, ils peuvent facilement. Déjà, on a du mal à exercer dans nos pays. On est certains, comme moi, on est en exil, tout simplement. Et puis, oui, dans le passé, on a eu, moi je parle pour moi, j'ai été interpellé en pleine audience, menotté, avec ma robe d'avocat, tout simplement parce que je dis, écoutez, en dictature, on ne donne jamais un avocat la parole. L'avocat l'arrache, vous voyez, mais on ne lui donne pas la parole. Et tout de suite, vous êtes en état d'arrestation, il faut l'envoyer en garde à vue. Bon, si dans ces régimes, parce qu'un avocat a fait ceci, parce qu'il il défend sa profession avec conviction, avec caractère, se fait suspendre 3 ans, que vont dire les dictateurs? Vous voyez, écoutez, notre droit est d'inspiration française. Bon, donc nous, on ne fait que reprendre la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris, du barreau de Paris. Bon, vous craignez, oui, pour les conséquences d'une telle décision? Oui, bien sûr. En Afrique? En Afrique, partout. Il y a les régimes forts. Vous voyez? Et je fais allusion à notre société, qui est une société, je ne parle pas de la société africaine seulement, mais on est en plein chamboulement, au fait. Et qu'on est entouré par des régimes très puissants, et des régimes, je ne dirais pas totalitaires, mais des régimes extrêmement puissants, et qui s'en fichent complètement des règles. Vous voyez? Donc, cette société a besoin d'avocats de caractère. Et si les avocats de caractère se font radier, suspendre,
ben là, c'est la mort de la profession d'avocat, c'est la mort même de liberté. Puisque le gardien de liberté, c'est nous, les avocats. Et nous, on n'est pas là pour défendre seulement des contrats, des multinationales. On est là pour défendre la veuve et l'orphelin. C'est ça, notre profession est née dans ce contexte. Parce qu'il faut défendre la veuve et l'orphelin. Bon, lorsqu'on dit oui, mais ce n'est pas la veuve et l'orphelin qui va vous nourrir. Bah, écoutez, en tout cas, la profession est née dans ce contexte parce qu'il y a une demande de justice et que nous devons être là, non pas pour voir est-ce qu'on peut voir le chéquier de celui qu'on va défendre. Non, ça vient après. Mais il faut que celui qui vous choisit, il vous choisit parce qu'il sait que vous irez jusqu'au bout. Et vous le défendrez, indépendamment de sa situation sociale. C'est ça, lorsque je parle d'avocat dans l'âme, c'est ça, au fait. Et ça, vous pouvez lui enlever. Vous pouvez dire comme quoi on vous radie. Mais ça ne l'empêchera pas de s'installer avec sa petite tante au coin de rue pour voir les passants qui sont victimes d'injustice, pour dire, écoutez, venez, je vais vous donner un conseil. Et le fait de porter la robe, aller au palais du 6, ça, c'est subsidiaire, ça. Mais l'avocat, c'est la présence, c'est l'assurance, c'est la défense, et ça, vous pouvez le faire sous différentes formes. Voilà. Et lorsque je fais allusion ça à Branco, pour dire que, écoutez, vous êtes avocat dans l'âme, c'était ça, au fait, pour dire, écoutez, vous le radiez, vous faites ce que vous voulez de lui, vous ne pouvez pas l'empêcher d'exercer cette profession, d'exercer le métier d'avocat. Miloud, tu avais une question? Exactement, question des patriotes. Je vous l'affiche à l'écran. Maître, c'est certainement pour vous. Comment cela se passe pour les affaires en cours où maître Juan Branco devrait plaider? Il va continuer à plaider. D'accord. Il continuera à plaider. Voilà. Il continuera à plaider. Et c'est pour ça que je dis que, écoutez, il faut effectivement exercer cette profession dans un cadre, mais ce cadre ne doit pas vous renfermer. Voilà. Il exercera ça. Déjà, il n'y a pas une décision rendue. Nous sommes optimistes. Mais à supposer même que le conseil des disciplines suit les réquisitions du parquet, nous ferons appel et nous irons très, très, très loin. Donc, c'est un combat qui ne fait que commencer. Et en attendant, il peut continuer à exercer sa profession. Tout à l'heure, effectivement, il y a une spécificité dans cette audience qui est quand même une audience un peu particulière puisqu'elle est composée, la juridiction est composée d'avocats. Et celui qui a présidé l'audience, c'était un magistrat professionnel. Mais les assesseurs sont tous des avocats. Et nous leur avons rappelé que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas un homme. Ce qui est en jeu, c'est la profession, c'est la liberté. Bon, donc, les remarques que nous avons reçues devant les magistrats professionnels, on ne les a jamais reçues. C'est quand même extraordinaire que ce soit les avocats eux-mêmes qui sont en train de tuer leur profession. Et tout. Bon, donc, ça, on l'a rappelé. Oui, parce que si Maître Branco subit les conséquences de cette sanction, ça pourra toucher d'autres avocats plus tard pour des affaires tout aussi mineures. Effectivement, comme vous le disiez, c'est la liberté même de défendre une personne qui va être menacée. Et comment on fait après? C'est-à-dire que les prochains, c'est qui? Après Maître Branco, que ce soit en France ou dans d'autres pays qui nous prennent encore comme modèle, qui sont les prochains? Le prochain, ça sera toujours les défenseurs des droits de l'homme et des droits humains. Mais bon, il n'y a pas que Branco, il y a des Branco et des Branco. Donc, c'est pour cette raison que nous on ne veut pas qu'il y ait cet exemple fâcheux, puisque c'est un exemple très fâcheux. Et surtout, il y a eu aussi des remarques qui ont été faites, des observations qui ont été faites lorsqu'on dit que, écoutez, on ne sait pas si les barons en Afrique, ça se fait et tout. Bon, ça aussi, vous savez, moi, ça me rappelle l'histoire du jeune Ibrahim Ali. C'est un jeune Comorien qui a été assassiné par le colleur d'affiche du Front National à Aix, à Marseille. Lorsqu'on était à la cour d'assises d'Aix-en-Provence et que je fais citer Jean-Marie Le Pen et que je fais citer Bruno Maigret à l'audience, je leur avais rappelé, j'ai dit, écoutez, là vous êtes ici, vous pensez que la France, c'est limite aux Champs-Élysées et puis sur le Tour Eiffel. J'ai dit, si c'était le cas, la France ne serait pas aussi considérée.
au niveau international. Et ces pays, votre pays, est considéré au niveau international, puisque il y a beaucoup de gens qui croient encore que la France incarne des valeurs. Donc si vous voulez fouler ces valeurs à terre, c'est votre problème. Et puis, pour aller très loin, c'est de dire, écoutez, la question que nous nous posons, c'est de savoir si vous êtes vraiment à la hauteur de l'héritage qui vous a été légué par les bâtisseurs de ce pays. Puisque votre génération, vous n'êtes même pas capable de poser un principe et pour le défendre. Ne serait-ce que les principes que vous avez hérités des pères fondateurs de ce pays. Et maintenant, ce sont les pays africains qui veulent. C'est ce qu'avait dit mon confrère béninois. Il a dit, moi, je ne comprends pas ce qui vous arrive là. Nous, on veut monter et puis vous voulez descendre. Il l'a vu à l'audience. Vous voyez, au fait, c'est la remarque qui est faite un peu partout, quoi. Il y a des pays qui ont la volonté, en tout cas une forte détermination d'émerger. Mais c'est ça, en fait, dans tous les milieux, que ce soit dans le juridique ou nous dans les oui. médias, dès que tu es défenseur des droits de l'homme, comme vous dites, c'est derrière, tu es target de « mais comment tu peux tenir ce discours-là ?» alors que ça devrait être « bravo pour oser dire ça ». Tous les lanceurs d'alerte, en général, on avait eu Stéphanie Gibault, C'est etc. Tous les lanceurs d'alerte, tous les défenseurs des droits de l'homme deviennent les cibles. Parce que ceux ça, qui s'opposent aux puissants deviennent une cible. Et on l'a vu avec les médecins, c'est un peu pareil, qui sont passés devant l'ordre des médecins. Et là, on a un avocat libre qui est menacé, bien après que les médecins libres aient été menacés, radiés. Donc là, ils s'attaquent à la profession d'avocat. Et effectivement, ça n'augure rien de bon. Vous savez, Laura, très rapidement. J'avais une question par rapport à ce qu'on a vécu, nous, de la salle, sur cette histoire au départ de ne pas vouloir vous laisser plaider. Et d'après ce que j'ai compris par rapport à une intervention de Maître Branco, le président de cette commission avait déjà eu un échange avec un avocat du Sénégal sur ce sujet. Donc, ce président aurait pu préparer et aller chercher s'il y avait des accords bilatéraux. Et il ne l'a pas fait. Il a fallu que, donc, au moment même, les avocats du Sénégal, du Bénin et vous-même alliez leur prouver et leur montrer les textes et les jurisprudences, etc. Et donc, est-ce que ce n'est pas un signe déjà d'une manipulation venue du politique, parce que c'est aussi ce qui s'est beaucoup dit lors de l'audience, qu'il y avait là un désir de la part du gouvernement de sanctionner Maître Branco à travers le système judiciaire en général et à travers son ordre. Donc, est-ce que là, ce n'était pas déjà un signe qu'il y avait une manipulation? Non, la manipulation et la commande politique est la marque la plus forte de ce procès. Il y a une commande politique, et ça apparaît. C'est le ministre de la Justice actuel qui en a fait le signalement. Et puis à partir de là, les autorités ordinales ont enclenché une mesure, alors qu'il s'agissait tout simplement d'un signalement. Ce n'est pas parce qu'on vous fait forcément un signalement que vous devez aller jusqu'à l'ouverture d'une enquête et non pas sanctionner, mais tuer un jeune avocat, puisque priver un avocat 3 ans d'exercice de son travail, c'est comme si vous lui dites, écoutez, allez-y à la retraite avant l'heure. Et c'est ce qui est demandé. C'était une mise à mort civile et professionnelle et tout. Donc ça, effectivement, ça a choqué beaucoup de gens. D'abord, si vous ne voulez pas entendre parler de ces règles, vous auriez dû ne pas prêter serment. Vous voyez, il n'y avait pas nécessité dans ce genre d'audience de revenir sur des trucs comme ça, puisqu'à partir de là, c'est là où transparaît la haine. Et puis, vous l'avez dit, ils avaient le temps, avant de venir à l'audience, de voir qui est qui sont les avocats qui sont constitués, vérifier s'il y a des conventions, s'il y a des pratiques entre ces pays, leur pays, et puis la France, qui est le cas. Moi, je parle par exemple pour les Comores. Écoutez, moi, j'étais dans le dossier du jeune Ibrahim qui a été tué par le colleur d'affiche du Front National à la cour d'assises d'Aix. À Paris, au tribunal correctionnel de Paris, et puis à la cour d'assises de Paris, j'étais présent comme avocat de l'État comorien dans l'assassinat du président Abdallah par Bob Denard et ses amis. Et puis dans l'affaire de destitution et puis déportation du président Dioar par le même Bob Denard au tribunal correctionnel de Paris.
pas plus tard que l'année dernière, au tribunal correctionnel de Paris, et puis à la cour d'appel de Paris, dans l'affaire du crash des Yéméniens. Pareil, j'étais dans le dossier. On m'a jamais, c'est des magistrats professionnels. Bien sûr que j'ai respecté les formalités, mais je n'ai pas eu la moindre remarque pour savoir est-ce qu'il y a une convention entre les Comores et la France et tout. En pleine audience. Nous l'avons vécu et difficilement. Hein. C'est comme ça. Il fallait les humilier. Et puis aggraver cela par des remarques du style est-ce qu'en Afrique il y a la déontologie, etc. Est-ce que ça se passe comme je ne sais pas Est-ce si que- ça se passe comme ça chez vous. Oui, non, Ouais. ils ont parlé de déontologie, déontologie, et le conseil de l'ordre, comme ça. C'est là où on était obligé de rappeler, on dit, bah, écoutez, la profession d'avocat repose sur des principes universels. C'est la liberté. Vous voyez, lorsque vous prêtez serment, on vous dit d'être libre, d'exercer librement. Vous devez même être détaché de l'argent. Vous voyez, l'argent ne doit pas être un élément déterminant. Si vous le faites, ça veut dire que vous avez manqué à votre serment d'avocat. Je n'ai pas dit qu'il faut être pauvre, si vous avez la possibilité d'être un avocat riche. Mais je veux dire que ça ne doit pas être votre objectif. C'est de défendre et le faire en toute liberté. C'est ça, au fait. Et ça, nous l'avons vécu douloureusement. Miloud, une question du chat. Exactement, une question, Annie. Une question pour vous, maître. On vous demande comment va moralement Juan Branco aujourd'hui. Bon, Comment il est ça va, il est puissant, hein, moralement. Très puissant. Je pense que le barreau de Paris et les barreaux de France ont la chance d'avoir... oui, Merci, maître. le barreau de Paris et les barreaux de France ont la chance d'avoir un jeune brillant, courageux, et puis qui aime défendre. Voilà, c'est une chance pour la profession. Ici en France et partout, et tant mieux pour nous en Afrique. Moi, je vais l'appeler tout à l'heure pour savoir s'il est prêt à se rendre aux Comores, puisqu'il y a des jeunes Comoriens qui sont pris en otage par les dictateurs comoriens. Donc, on a besoin des brancos, pour aller les défendre. C'est vrai que c'est pour ça qu'ils veulent en faire un exemple, parce que des jeunes comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Il est exposé à l'international, il a défendu des personnes de renom, on se rappelle aussi de Julian Assange. En France, il est très représenté dans des affaires qui concernent le peuple, les gilets jaunes, etc. Ce serait quand même pour le pouvoir un beau trophée à avoir que de se payer un avocat comme ça. Oui, j'aimerais bien savoir quelle pression a eu effectivement ces procureurs là-bas et tout ça pour être aussi véhément sur quelqu'un qui essaie de faire un travail qui, de fond, est humaniste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui, il est effectivement régulateur de l'humanisme et de la justice. Et c'est pour ça qu'il faut l'écarter. Je ne sais pas comment ils vont l'écarter, puisqu'il n'est pas du système. Donc, ils ne peuvent pas l'écarter de leur système. Voilà, il n'est pas du système, il est indépendant et très libre. Voilà, donc... Intéressant. Verdict le 10 décembre. Merci, maître Larifou. Ah. Vous serez là le 10 décembre? Oui, je serai là. Je serai là. Vous- Le 10. Toujours cette affaire d'exil dans laquelle vous étiez, dont vous avez parlé, Oui, je suis en exil puisque ça fait 6 ans que je n'ai pas mis mes pieds dans mon cabinet aux D'accord, Comores. ok. Ouais. Parce que À cause de la je situation suis- Parce que des politique. pressions là-bas. Oui, la pression et les violences politiques et des Violence à tentatives. quel niveau, comment? Des assassinats politiques. On a chez nous un potentat, c'est un sanguinaire qui est bien protégé par la France. Ah oui. Oui, et des puissants également. Qu'est-ce qui vous fait, question de journalisme, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que Comment j'ai vous- des preuves, D'accord. parce que j'ai déposé plainte, même ici à Paris, pour assassinat politique. Voilà. Quel lien Donc, d'intérêt la France a avec les Comores pour justement défendre ce type de personnes? Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais bon, s'ils le font, c'est qu'il y a un intérêt que je... Forcément. Que vous ne Je connaissez ne sais pas encore. pas. Ah oui. Mais bon, il y a des intérêts. C'est la France qui a fait Azali le président, qui a fait le président de l'Union africaine. Comment on peut soutenir un régime qui tue froidement, qui emprisonne en toute impunité, Qui soutient, il y a des qui a puissances fait- financières? oui, voilà, qui fait de la corruption, des détournements des deniers publics un mode de gouvernance. Ah. Et au moment, moi je le dis, c'est la première fois que je le dis, puisque j'ai vu ça hier, au moment où Madagascar se débarrasse
d'un régime que les Malgaches estiment comme étant éloigné de leurs préoccupations, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est le Qui peuple l'affiche sur les malgache. réseaux. Voilà, en tout cas, le peuple malgache s'est exprimé librement. Et au moment où le peuple comorien, qui est juste voisin, hein, on est voisin de Madagascar, le peuple comorien commence aussi à se poser des questions. On envoie des militaires français aux Comores pour entraîner les gendarmes comoriens qui sont aussi sanguinaires, puisqu'il y a des jeunes comoriens qui ont été tués à la gendarmerie. Moi, j'ai des noms puisque je suis dans le dossier. Et on envoie des gendarmes français pour aller former des sanguinaires. Au moment où la jeunesse comorienne se prépare aussi à assumer ses responsabilités. C'est comme si demain, s'il y a des meurtres, on va dire que, écoutez, la France est complice. Et ça, vous voyez, ce sont ces genres de situations qui nous met vraiment mal à l'aise. Au moment où moi j'ai déposé plainte ici à Paris avec Constitution Partie Civile, puisqu'il y a un jeune militaire de 24 ans qui a agressé effectivement le dictateur comorien. Lui, il dit tentative d'assassinat. Mais nous, on dit que non, agression, ça oui, mais bon, pas tentative d'assassinat. Et puis, les forces de l'ordre de sécurité interpellent le jeune sur le champ et le conduisent non pas à la gendarmerie, mais il le conduit à la présidence. Et on apprend le lendemain matin que le jeune est décédé. Et on prend le cadavre, on le remet à la famille. Et on dit à la famille que tout a été fait selon le rite musulman. Donc vous pouvez l'amener directement au cimetière. Le parent dit, ah non, on va voir d'abord si c'est le cadavre est celui de notre fils. Ouais. Et lorsqu'ils ouvrent, ils voient des traces de torture, des violences sur leur fils. Et le soir même, la mère se fait interpeller avec son bébé de 8 mois à la gendarmerie de 21h jusqu'à 1h du matin. Et le petit frère de celui qui est décédé et son père sont conduits à la gendarmerie. Ils ont passé 10 jours. Bon, donc, dans ce contexte, oui. et puis il y en a eu d'autres également. Hein. Moi, je parle des faits les plus récents, puisque ça fait 1 an déjà. Rien que vous n'osez plus, en tant qu'avocat, retourner dans Non, votre je ne peux cabinet. pas, puisque j'ai reçu une balle en caoutchouc dans ma cuisse gauche. Il ne faut pas jouer avec le feu, vous voyez. Oui. Vous êtes tiré dessus. Oui, parce que à l'issue d'un mascarade électoral à ciel ouvert, un hold-up électoral à ciel ouvert, et j'ai mobilisé les autres candidats à l'élection présidentielle, puisque je suis moi-même engagé politiquement. On a fait une marche pacifique pour dénoncer cette mascarade. Ils ont tiré sur le peuple. Enfin, ils ont tiré sur le candidat. Moi, j'ai reçu une balle en caoutchouc. Et puis 2 jours après, je suis venu ici à Paris pour des soins complémentaires. Et puis je me suis dit, écoutez, ça mérite une mobilisation au niveau international. On en parlait hors micro, Marco. Ouais. C'est vrai que c'est le néo-totalitarisme qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas le totalitarisme dont parlait Hannah Arendt, qui était très direct. Aujourd'hui, le néo-totalitarisme, c'est du coup, on met les gens en exil, on a peur d'aller dans certains... on a peur d'exercer. Contexte de menace. On a peur de s'exprimer, Exactement. on a peur de faire du journalisme, on a peur de... Ils instaurent la peur. Là où il y a normalement des notions de liberté, hein, le journalisme, la santé, le droit, c'est censé être des professions qui doivent être libres. Oui, excusez-moi, est-ce que vous me donnez l'occasion, puisque je suis sur une antenne Alors il nous reste 2 minutes. Ouais, internationale. À ce titre, je tiens à exprimer toute ma sympathie et mon soutien à mes compatriotes, des jeunes compatriotes qui ont été arrêtés avant-hier, hier. Il y a même certains qui sont dans le maquis à l'instant où je vous parle. Hier, j'ai dû me coucher à 2h du matin pour leur exprimer toute ma solidarité. On a mis en place un comité pour les soutenir. Donc, comme je suis ici, je tiens quand même à leur exprimer toute ma fraternité et mon soutien, le combat qu'ils mènent et le nôtre. Et ça, les autorités françaises qui sont aux Comores, qui sont témoins de ce qui se passe, ne vont jamais appeler Azali pour lui dire que la France ne s'inscrit pas dans cette politique. C'est ça ce qui fait mal aux Africains, au fait. Puisque c'est une forme de complicité, implicite bien sûr, par rapport à ce qui se passe dans nos pays.
Merci beaucoup, Maître Larifou. Merci infiniment. Alors, très rapidement, parce qu'on a 2 invités qui nous attendent. Ils sont Il y en très a pressés. 2 autres qui arrivent Ouais, juste après. juste après. Désolé, c'est une question perso par rapport à ce que disait Romano et ce que tu disais, Marc, aussi par rapport au totalitarisme. Pardon. J'ai une question, maître. Quel message auriez-vous à faire passer aux jeunes, aux futurs avocats? On parle beaucoup des pressions que peuvent recevoir certains avocats. C'est intéressant. Est-ce que vous aurez éventuellement un message à adresser à la nouvelle génération? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire si voilà. D'être libre, d'exercer cette profession d'être vraiment détaché de tout ce qui est décoration, de tout ce qui est... Non, investissez-vous avec liberté, en toute liberté. Voilà. Merci, maître. Merci beaucoup, Maître Merci. Larifou, d'avoir nous avoir donné du temps pour comprendre mieux cette affaire et votre travail. Et donc, on vous retrouve très certainement le 10 décembre pour voir le verdict de cette audience. Merci infiniment. C'était un plaisir. Ok, Merci, maître. pareillement. Merci et bon courage. Merci d'être venu.